Face à Face Santé, le podcast de la santé en mouvement. Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Face à Face Santé. Aujourd'hui, nos invités vont vous parler de la place des seniors dans l'innovation. Avec la transition démographique, les seniors sont devenus moteurs de l'innovation, mais également des usagers à prendre en compte dès les premières réflexions des outils numériques. Messieurs, c'est à vous la parole. Je suis Romain Gano, je suis le directeur général de Silver Valley, le premier pôle d'innovation et réseau d'entreprises dédié à la transition démographique en France et en Europe. En 2030, 25% de la population française aura 65 ans et plus. Et en 2050, cette proportion devrait atteindre 29%, soit près d'un tiers de la population. Si on regarde les 85 ans et plus, en 2030, ceux-ci représenteront 3,7% de la population et cette part devrait grimper en 2050 à 6,4% de la population. Quand on dit remettre les seniors au cœur de l'innovation, c'est prendre la réalité de la transition démographique, prendre conscience de la réalité de la transition démographique qui va impacter l'ensemble des champs économiques de notre pays. On peut parler aujourd'hui du système de financement de la protection sociale, mais aussi tous les champs économiques. Par exemple, on voit aujourd'hui une part croissante de la consommation des voitures neuves par des seniors. Quand on regarde aujourd'hui la grande distribution, le présentiel de la grande distribution sont aussi les seniors qui sont les principaux concernés. Et donc, remettre les seniors au cœur de l'innovation, c'est prendre conscience qu'ils sont une part des consommateurs de plus en plus grande et donc ils doivent être considérés comme tels. C'est pour ça qu'aujourd'hui, des acteurs majeurs de l'industrie automobile, des acteurs majeurs de la technologie, même au niveau du monde, se posent la question de l'adaptation de leurs produits au vieillissement ou ne serait-ce que de l'usage de leurs produits par une population senior en phase de croissance. Par contre, on ne peut pas nier que cette transition démographique va avoir des impacts très forts sur le système de santé en général, sur son financement, mais aussi son organisation. Et c'est pour ça qu'on va échanger tous ensemble aujourd'hui sur l'innovation numérique au service du secteur de santé liée à cette question du vieillissement, de la transition démographique. Et je propose peut-être tout de suite à Antoine, médecin gériatre français reconnu pour son engagement dans l'innovation en santé, d'échanger avec nous sur l'apport du numérique en santé. Merci beaucoup Romain. Donc effectivement, il n'échappe à personne que le numérique explose, depuis des années, voire des décennies maintenant. Et il n'échappe à personne aussi que la santé n'est pas vraiment en avance. On est même plutôt en retard. Et on voit énormément de publications dans les médias, sur les réseaux sociaux, très prometteuses sur le déploiement justement de ces outils numériques en santé. Donc je pense que ça vaut le coup de se poser un petit peu, qu'est-ce qu'on peut en attendre ? Est-ce que ça va remplacer certains actes ? Est-ce que ça va permettre de les faire mieux ? Est-ce que ça va répondre à des besoins non couverts ? C'est un peu tout ça. En fait, on va prendre quelques exemples très très concrets. On va prendre d'abord la téléconsultation. Donc la téléconsultation, vous connaissez tous, c'est une visio avec un médecin, le patient avec son médecin. Donc à quoi ça sert très concrètement ? Je pense que tous les médecins de terrain sont convaincus qu'une fraction de leur consultation, alors là il y a un débat, est-ce que c'est 10%, 20%, 30%, en tout cas une part de leur consultation ne nécessitait pas de faire déplacer le patient. Autrement dit, potentiellement de payer un transport médicalisé ou alors d'obliger la personne à poser son après-midi, à ne pas aller travailler, potentiellement parfois de faire 50, 100, 150, 200 kilomètres quand il s'agit d'avis très spécialisés. Et parfois, franchement, c'est pas indispensable. Alors, on pense au renouvellement de traitement, on pense à la psychiatrie, par exemple, ou aux troubles du comportement chez les personnes âgées. Et même dans certains cas, on peut se dire c'est délétère. C'est-à-dire quelqu'un qui est en détresse psychologique ou psychiatrique totale, qu'on oblige à mettre dans une voiture, qu'on lui fait faire des kilomètres, on l'emmène dans un hôpital, dans un lieu stressant, avec du bruit, des gens en blouse, etc. Peut-être que des fois, ça serait mieux de le laisser tranquillement chez lui et de le mettre devant une caméra dans un contexte beaucoup plus rassurant. Donc ça, c'est le premier aspect. Peut-être que la téléconsultation bien utilisée, et j'insiste sur le mot bien utilisé, parce que c'est pas forcément le cas, pourrait, dans certains cas, remplacer une consultation présentielle et améliorer le confort de tout le monde en limitant les déplacements, et dans certains cas, faire mieux. Ça, c'est le premier aspect. Mais concrètement, c'est pas forcément ça qu'on observe. Par exemple, pendant la Covid, je pense que les téléconsultations, ça a surtout servi aux quarantenaires de centre-ville de haut niveau socioculturel. Donc après, il y a un autre débat, c'est qu'est-ce qu'on veut faire vraiment de la technique ? Est-ce qu'on laisse le marché faire ou est-ce qu'on s'en mêle un peu ?
Un autre exemple, c'est la téléexpertise. La téléexpertise, c'est quoi? C'est moi, je vais demander un avis à une consoeur, à un confrère, et ça, je le fais tout le temps, tous les jours. Et on estime dans les hôpitaux que les médecins le font entre une demi-heure et 1 heure par jour, donc c'est massif. Je vais, par exemple, demander au professeur Tchala un avis sur un patient parce que je suis pas sûr de moi. Mais ça, c'est le quotidien. Ça, on le fait, mais on le fait comment? On le fait par téléphone, par mail, par SMS, par WhatsApp. Donc, il y a un premier problème, c'est la sécurité des données, parce qu'envoyer un Gmail ou un WhatsApp, c'est pas franchement recommandé, voire interdit. Euh, et surtout, c'est pas structuré. On le fait de manière complètement anarchique, donc on est sollicité par 50 000 canaux. Et la téléexpertise, on a des outils maintenant sécurisés qui permettent de cadrer ça et de le faire dans un meilleur contexte. Par exemple, je vais dire à mes confrères, je vais répondre à toutes vos questions. Par exemple, dans les 12 heures, dans les 48 heures, c'est moi qui choisis. Mais ça sera par cet outil-là. Je le ferai le soir de 19h30 à 20h et m'emmerdez pas le reste de la journée. Et ça permet quoi? Ça permet de tracer, de sécuriser et de gagner du temps parce qu'il y a moins d'interruptions de tâches. Donc, ça permet à tout le monde de mieux travailler en réalité. Et enfin, là, mon troisième exemple, c'est le dernier, c'est mon préféré, c'est le télésuivi ou la télésurveillance médicale. Aujourd'hui, concrètement, un patient, on le voit 14 minutes en consultation. Dans un contexte de stress, on lui donne 50 000 infos, il en retient 1 sur 10. Il rentre chez lui, il se rappelle de rien. Je lui ai donné des papiers, il les a perdus. Et je le revois 6 mois plus tard. Ou alors je le revois avant, aux urgences, parce qu'il s'est passé un truc que j'ai pas du tout anticipé. Donc, si vous voulez, là, on prend des photos du patient de manière très étalée dans le temps. C'est un peu au feeling, hein, dans 3 mois, dans 6 mois, on ne sait pas exactement quand on doit le revoir, hein, en réalité. Et la télésurveillance, là, c'est carrément une révolution en médecine. C'est-à-dire, je collecte des informations auprès de mon patient tout au long de l'année en temps réel, même quand il n'est pas là. Je collecte de l'information à distance. Et il y a quelqu'un, c'est pas forcément moi, hein, ça peut être une infirmière de coordination, une aide-soignante formée, ce qu'on appelle un case manager, un manager de cas, qui va collecter des informations quand tout va bien et qui va venir me prévenir, attention, là, j'ai l'impression que ça va moins bien à domicile, ça serait bien que tu le revoies. Et plutôt que de le revoir tous les 6 mois ou tous les ans, je vais le revoir des fois 3 semaines après, des fois 8 mois après, ça sera beaucoup plus personnalisé. Et surtout, il y aura un lien continu avec le patient et on sera capable de ne pas attendre la catastrophe, l'admission aux urgences, pour réagir quand il y a des signaux faibles, on sent qu'il y a des choses qui se passent. Donc ça, pour moi, c'est vraiment la grande révolution de la médecine. Ça se met en place. La France est plutôt en première place, hein, dans le monde, hein, avec notamment le remboursement de la télésurveillance médicale. Mais il y a des défauts, c'est-à-dire on a fait une télésurveillance médicale basée sur les organes, donc l'insuffisance cardiaque, le cancer, etc. Alors qu'en réalité, les patients, ils ont 4-5 maladies en même temps. Donc le modèle est un peu à l'ancienne, mais quand même, on est très précurseur là-dessus. Voilà, donc ça vous donne déjà un panorama. Et donc pour répondre à la question, est-ce qu'il faut faire de la technologie? Est-ce que la technologie peut nous aider à faire différemment, peut nous aider à faire mieux? Mais est-ce qu'actuellement c'est le cas? J'en suis pas certain parce que, encore une fois, si on regarde comment sont utilisées les téléconsultations, c'est plutôt pour le confort de jeunes actifs que vraiment pour des besoins de santé, quoi. C'est intéressant ce que tu dis, Antoine, mais est-ce qu'on ne fait pas tout de suite, peut-être tout de suite en identifiant quand on dit santé senior, on part tout de suite d'une dimension qui est très médicale. Là, on voit par exemple qu'il y a une adoption par les jeunes seniors de dispositifs bien-être, on va dire divers, variés et peut-être pas toujours bien qualifiés, ça j'en suis conscient, mais on voit quand même une adaptation dans les habitudes de vie, du self-monitoring, du self-contacting sur des jeunes seniors. Aujourd'hui, quand tu auras combien ils ont d'applications santé dans leur smartphone, c'est quand même assez impressionnant par rapport à il y a quelques années. Ouais, c'est très, très juste. Alors, en réalité, moi, je dirais même, il y a 3 grands groupes. Il y a les applications de santé, pure et dure, on va y revenir. Il y a le bien-être, je viens de le dire, et il y a la performance. Donc, dans la performance, on va mettre les outils comme Strava, etc. Donc, tout le monde aime se comparer à ses courses à pied, ses tours de vélo, etc., sa natation. Donc, ça, c'est vraiment la performance, qui n'est pas forcément synonyme de santé. Attention, hein. Performance n'est pas égale à santé, hein. Activité physique et activité sportive, oui, mais performance, ça peut être anti-santé. Après, il y a tout ce qui est bien-être. Donc, par exemple, les applications compagnons, il y en a beaucoup sur le marché, plus ou moins sérieuses, hein. Il y en a qui sont franchement dangereuses, d'autres qui sont très, très bien. Et justement, leur point commun, c'est ça, c'est qu'il y a tout et n'importe quoi parce que ça n'a pas été évalué par un tiers indépendant compétent.
Donc, on a à la fois des choses fantastiques et à la fois des choses absolument dangereuses, mais on n'a pas de guide, quoi. On n'a pas de label médical qui dit, ben, celle-là, vous pouvez l'utiliser, celle-là, vous pouvez pas, ça viendra peut-être. Vous avez peut-être des organismes qui peuvent vous aider à les choisir, les médecins, les professionnels de santé qui peuvent vous aider à les choisir, mais justement, c'est un grand foutoir. Et après, on a les applications franchement santé, qui sont des dispositifs médicaux numériques pour certains. Et c'est quoi? C'est-à-dire, c'est des applications qui ont été validées par les autorités sanitaires, donc qui ont dit vraiment oui, cette application est une application de santé, les données sont sécurisées, il n'y a pas de faille, c'est sérieux. Et par exemple, les outils de télésurveillance médicale qui sont remboursés par l'assurance maladie, par exemple en oncologie, en insuffisance cardiaque, etc., eux, ils ont eu le tampon de la haute autorité de santé qui dit oui, vous pouvez utiliser cet outil, il est fiable, il est validé. Et après, il y a ce qu'on appelle les DTX, les Digital Therapeutics, c'est-à-dire qui permettent d'avoir une intervention. Par exemple, si une application mobile a démontré qu'elle pouvait, j'en sais rien, diminuer le niveau de stress d'un patient, l'aider à se sevrer dans le cadre d'une addiction en alcool, et que la haute autorité de santé a validé le fait que contre placebo, dans des études bien faites, etc., ou pas contre placebo d'ailleurs, c'est dur à faire, mais dans des études bien faites, on a vraiment démontré que ce que prétendait faire l'application est réel et démontré. Là, il peut y avoir le tampon Digital Therapeutics, donc c'est une thérapie digitale. Et là, effectivement, c'est validé par l'autorité de santé. Et effectivement, c'est un peu comme le médicament, hein, c'est-à-dire c'est le médicament, les plantes, etc. Qu'est-ce qui marche pas Justement, Achille, peut-être sur cette partie-là, c'est un sujet que je sais qui te passionne, cette notion de preuve, cette nécessité de la preuve. Donc voilà, est-ce que tu peux nous en dire plus ou prolonger les propos d'Antoine? Oui, totalement d'accord, avec, ce que vient de dire, Antoine. C'est vrai que dans le champ de l'innovation, il faut aller rechercher la preuve scientifique, surtout quand on s'adresse à des personnes qui sont en situation de vulnérabilité, et donc la recherche de preuves scientifiques est aussi une façon de rentrer dans une démarche éthique et de faire en sorte que les outils qu'on va leur proposer soient vraiment adaptés, heu, donc aux caractéristiques du vieillissement. Quand vous vieillissez, vous avez très souvent des difficultés, à maîtriser un certain nombre d'outils, parce que le vieillissement en soi, c'est aussi cette diminution, de la capacité à s'adapter à la nouveauté. Donc premier point, c'est une démarche éthique. La médecine est fondée sur des preuves scientifiques. À ce jour, heu, on ne peut pas mettre dans le champ de la santé une intervention, qu'elle soit diagnostique, ou thérapeutique, sans qu'elle ne soit validée scientifiquement, et qui dit validation scientifique veut dire aussi une reconnaissance par la communauté, des chercheurs et scientifiques, tant au niveau national qu'international. Par rapport à ce que vient de dire Antoine, pour donner, des exemples concrets, le télésuivi, à mon avis, est une vraie chance. Il est plus facile souvent de pouvoir vous accompagner, et surtout de mesurer l'écart qu'on peut observer entre votre comportement en milieu hospitalier et votre comportement à domicile. Et pour vous donner l'exemple d'un travail, d'un projet qu'on a monté, par rapport à des seniors qui sortent d'hospitalisation en gériatrie. C'est un projet qui s'appelle, eCare, et ce projet qu'on a publié donc il y a cette année, on a pu démontrer que faire sortir des patients âgés, du service de gériatrie, souvent un peu plus tôt, mais surtout les accompagner avec un télésuivi à domicile, permet, chez ces personnes de faire une prédiction du risque, par exemple d'aggravation ou de problèmes de santé, pour éviter que ces personnes ne reviennent très tôt à l'hôpital. Et ça, ce travail-là, on l'a démontré, qui diminue de 28%, de 28% le retour, donc en milieu hospitalier, donc dans l'année qui suit, par exemple.
Mais Achille, justement, ce chiffre que tu donnes, il est intéressant. Est-ce que la seule preuve qu'on doit regarder, c'est la preuve scientifique ou est-ce qu'on ne doit pas regarder un exemple un ensemble plus large de preuves comme la preuve, médico-économique aussi? Parce que le chiffre que tu donnes aujourd'hui, il a des impacts économiques majeurs. Et justement, pour la partie médico-économique, l'exemple concret, quand on prend la téléconsultation, on l'a fait aussi pour les EHPAD dans un projet qui s'appelle Gerant Access. On a pu démontrer que la téléconsultation avec un gériatre qui permet d'accompagner régulièrement les équipes qui sont dans un territoire de désert médical, on a pu démontrer que ça diminuait à la fois les admissions en milieu hospitalier, mais l'impact économique, c'était 4 000 € d'économisés par hospitalisation évitée. Mais l'autre gain qui est important, c'est la qualité de vie qu'on offre à ces personnes parce que quand on est en structure, en EHPAD, on a une dépendance qui est quand même parfois très lourde. Et donc, c'est pas éviter de transporter des personnes malades à l'hôpital, mais c'est de trouver le juste milieu pour que ces transports ne soient pas inutiles. Hein. Et donc ça a été un travail publié dans Télémédecine Intellicare de cette année, 2025, et qui est une preuve à la fois d'efficacité, mais aussi médico-économique. Nous, chez Silver Valley, on a tendance à dire pour, un bon développement de solution, ça doit être basé sur 3 niveaux de preuve. La preuve scientifique, alors médicale, la preuve d'usage et la preuve économique et que sans les 3 bons niveaux de preuve, on sait qu'on va avoir un souci dans le développement de la solution et pour parler, un petit peu de ces niveaux de preuve je propose que Sylvain, tu puisses intervenir pour présenter un petit peu, ce que vous avez fait chez Five Lives et comment vous avez travaillé sur ces 3 niveaux de preuve. Merci beaucoup Romain, et Achille pour l'intervention, et effectivement l'importance de ces 3 niveaux de preuve. Alors, petite introduction, donc moi je suis Sylvain, cofondateur de Five Lives, 5 vies, en anglais. Alors, qu'est-ce que c'est Five Lives? Ce sont des applications mobiles qui sont des dispositifs médicaux. Alors, pour reprendre la typologie qui a été présentée par Antoine en début de podcast, on est plutôt dans le côté du DTX, donc thérapie médicale numérique, et on a 2 applications qui sont toutes les 2 des dispositifs médicaux. Five Lives Prévention a pour vocation de permettre aux gens de faire leur bilan cérébral pour réaliser tout ce qui est modifiable en facteurs protecteurs et facteurs de risque. Et Five Lives Med a pour vocation d'accompagner les gens avec de l'entraînement cérébral associé avec des activités mode de vie, telles que de l'activité physique modérée, pour les aider en fait à activer leur cerveau et à gagner des points de cognition. Parce qu'en fait, on peut récupérer, des points de cognition, à n'importe quel moment de sa vie. Donc ces 2 exemples d'applications, ça illustre assez bien ce qui a été dit, jusqu'à présent par Antoine et Achille notamment. C'est-à-dire, heu, cette nécessité d'avoir des preuves scientifiques de l'usage et des preuves et des éléments médico-économiques. Scientifiques, pourquoi? Parce que tout ce qu'on fait chez Five Lives est basé sur la science. Les études cliniques les plus solides, hein, ce qu'on appelle randomisées, contrôlées, double aveugle, et cetera, dont parlait Antoine tout à l'heure, s'appuyer là-dessus et apporter une petite pierre à l'édifice scientifique en faisant des études qui permettent de démontrer, l'impact de ce qu'on fait, pour pouvoir être enregistré comme dispositif médical. Mais ça passe également par l'usage et la partie médico-économique. L'usage, c'est-à-dire que ça ne peut fonctionner que si les utilisateurs, les seniors utilisent vraiment les applications, et ça, c'est le savoir-faire des fabricants d'applications, enfin des fabricants de dispositifs médicaux, c'est-à-dire s'assurer que, l'expérience est suffisamment agréable pour qu'on ait envie d'y revenir tous les jours. Donc regarder, suivre l'engagement, la rétention, et cetera. Et puis la valeur médico-économique parce que, ce qu'expliquait Antoine tout à l'heure très bien sur la télésurveillance. La télésurveillance, c'est extrêmement bénéfique pour le patient parce que ça permet au patient, de donner une alerte à son équipe médicale, lors d'une dégradation. Mais ça permet aussi, de créer, de la valeur économique pour le système de soins parce que plutôt que de faire revenir des gens à des échéances arbitraires, eh bien, on va les faire revenir uniquement quand on a besoin de les revoir. Et donc ça va permettre de faire réduire les files d'attente, de réduire le stress aussi sur les praticiens, d'améliorer le taux de rendez-vous médicaux, qui ont vraie raison d'être par rapport à ce qu'on appelle les faux positifs, et cetera, et cetera. Donc chaque dispositif médical doit faire aussi la preuve de l'impact positif qu'il a sur nos systèmes de soins qui sont, on le sait,
extrêmement tendu et les choses ne vont faire qu'empirer avec le vieillissement de la population. Je sais pas, moi, de mon point de vue, j'ai quand même l'impression que l'usage est un peu le parent pauvre dans cette discussion du numérique en santé. Là, sur la preuve scientifique, on a un consensus. Sur la preuve économique, bah, voilà, l'État, notre système budgétaire et de santé fait qu'on travaille, mais dès qu'on est sur l'usage, on est un peu sur le parent pauvre. Et d'ailleurs, sur la santé et sur d'autres, il y a quelques mois, alors nous, moi, je fais pas de Living Lab, hein, je dis franchement, je fais pas de la recherche là-dessus, mais on a des focus group seniors avec des retraités bénévoles et on s'est aperçu que, quoi, un acteur majeur de la technologie mondiale s'est aperçu que sur l'appréhension tactile, sur des montres connectées, ça fonctionnait pas pareil que les seniors et en creusant, c'était juste la texture de la peau. La texture de la peau qui faisait le tactile marchait pas bien, mais ça, c'est les questions qui sont posées après coup, qui sont vraiment posées après coup et pas dans le process de alors pas suffisamment tôt peut-être dans le process de création. Je sais pas Antoine, Achille, comment vous quoi, c'est quoi votre perception de l'usage remis au cœur du processus d'innovation? Mais c'est vrai que les outils, digitaux, nous en médecine, on a surtout été formés sur l'évaluation du médicament, avec les grands essais randomisés contrôlés, les phases 1, 2, 3 et cetera. En techno, ça se passe pas du tout pareil et typiquement, nous, quand on fait des études sur les technos de santé, quelles qu'elles soient, que ce soit des petits groupes pendant 6 mois ou au niveau international, la première chose qu'on regarde, c'est la faisabilité et l'usabilité. En gros, je vais faire les choses très simples, hein. J'ai une application mobile, je l'envoie à 2000 personnes. Combien se sont connectés? Pendant combien de temps ils se sont connectés? Combien de gens se connectent encore après 3 jours? Combien de gens se connectent encore après 15 jours? Et pour être honnête, les résultats sont catastrophiques. Et quand on regarde un peu dans le monde entier, on a les mêmes résultats partout. Et grosso modo, une application mobile de santé, par exemple, chez dans une moyenne d'âge de 75 ans, si on en a 15% qui l'utilisent, c'est déjà pas mal. Et si on n'a pas perdu la moitié au bout de 15 jours, c'est déjà pas mal. Donc ça nous dit quoi? Ça nous dit déjà que on n'a pas assez mis l'énergie, l'accent sur l'interface homme-machine, sur l'ergonomie, et cetera, et qu'il y a beaucoup de travail à faire là-dessus. Ensuite, qu'une application mobile de santé n'est pas une application neutre. C'est-à-dire quand je vais sur mon GPS pour la voiture, c'est complètement neutre. Je veux juste qu'il m'aide à aller d'un point A à un point B. Une application de santé, c'est pas neutre. Ça me ramène à ma maladie, ça a des connotations négatives, donc c'est compliqué en réalité. Et ça, on commence à se rendre compte que c'est pas vrai que chez les personnes âgées. Au début, on se disait c'est les personnes âgées, en réalité, c'est vrai aussi chez les moins de 30 ans, et cetera. Et le 2e point, c'est qu'une intervention digitalisée de santé ne peut pas être juste la mise à disposition d'un outil. Autrement dit, s'il n'y a pas d'accompagnement, il ne se passe rien. Et c'est exactement ce qui se passe pour la télésurveillance médicale. La télésurveillance médicale en France, ça commence à dater, hein. Le premier outil remboursé, c'était MoveCare. C'était il y a plus de 10 ans, hein. Je me demande si c'est même il y a pas plus de 15 ans. Et ça n'a pas pris du tout parce qu'ils n'avaient pas pris ça en compte. Et la nouvelle politique pour le remboursement de la télésurveillance médicale, c'est qu'il y a un forfait pour l'outil, donc la plateforme digitale, et il y a un forfait pour l'accompagnement. Et ça, c'est la condition sine qua non pour que ça marche. Et c'est pareil pour la téléconsultation. La téléconsultation, donc ça n'a pas du tout réglé le problème d'accès aux soins, ça n'a pas du tout bénéficié aux mamies des campagnes, parce qu'on se contentait de leur mettre un outil à disposition et que ça ne marche pas. Et c'est pour ça que maintenant, il y a le concept de téléconsultation assistée par un pharmacien, par une infirmière libérale. Mais je pense qu'il faudra aller beaucoup plus loin en réalité, hein, même accompagné par des non-professionnels de santé. Euh, Parce qu'encore une fois, si je mets juste l'outil à disposition, c'est un échec total. Donc, ce qu'on doit penser, maintenant, on parle de parcours phygital, physique et digital. Donc, c'est une articulation intelligente du présentiel, du digital et de l'aide humaine à l'usage de la techno. Et on se rend compte, et c'est pas propre à la France, hein, dans le monde entier, quels que soient les cas d'usage, si on n'a pas ça, ça ne fonctionne pas. Et typiquement, les applications compagnons laissées à elles-mêmes, on sait très bien qu'elles meurent au bout de 6 mois, quoi, grosso modo. Alors je me permets d'intervenir là parce que c'est un point sur lequel Antoine et moi sommes légèrement en désaccord, même si fondamentalement on pense la même chose, sur le fond. Les seniors, il y a énormément de préjugés, sur leur usage du numérique. Qu'est-ce que j'entends par là? 50 environ des seniors de plus de 60 ans jouent à des jeux vidéo sur leur téléphone. Le numéro 1, je vais surprendre personne, c'est Candy Crush. Heu, on est quasiment à, je crois, 40 des seniors qui l'utilisent. Il y a
un usage du numérique, mais qui est effectivement là où je rejoins Antoine, c'est que sur le médical, c'est différent. Parce que sur le médical, il y a du stigmate, parce que ça me renvoie à ma maladie, parce que c'est pas forcément quelque chose que je vais faire spontanément si j'ai pas un médecin ou quelqu'un du personnel soignant qui me rappelle de le faire régulièrement, etc. Le digital est très important dans le contexte médical. Néanmoins, les usages par les seniors sont sous-estimés. N'oublions pas que le premier iPhone a été, lancé en 2006 et à l'époque, les gens de 50 ans, qui l'ont ou 50-55 ans qui l'ont téléchargé ont aujourd'hui 75 ans. Qui l'ont utilisé ont 75 ans. Ce que je veux dire par là, c'est que les usages numériques de nos seniors évoluent, à la vitesse du TGV et ça, c'est quelque chose à prendre en compte. Donc en fait, c'est plutôt une question de s'assurer que dans l'expérience, on gamifie au maximum, ce mot est horrible, mais il explique bien les choses. C'est un petit peu comme les médicaments qui ont un goût de bonbon, quoi. C'est-à-dire que c'est le sens de l'évolution et en fait, le sens de l'évolution, c'est à la fois le phygital, donc effectivement associer de l'humain et du digital, mais c'est aussi cette fameuse gamification qui peut résoudre énormément de problèmes et nous, Favela, je vais pas faire la publicité pour nos applications, mais on a des taux d'utilisation de l'application qui sont extrêmement élevés, à la fois en prévention et en thérapie, parce que on travaille sur ces aspects de gamification. Là, je rejoins Sylvain, si je peux me permettre de rejoindre Sylvain là-dessus. Heu Quand on regarde cette gamification et les taux d'utilisation, on s'aperçoit que les taux d'utilisation des applications sur la performance, tu avais raison Antoine de parler de la performance ou sur la partie bien-être sont des voix beaucoup plus élevés que sur les taux d'application médicale. Pourquoi? Parce qu'il y a un effort qui est fait, pas souvent sur le sérieux de la pratique, mais sur la gamification, sur le système de points qui t'emmène à y revenir tous les jours et c'est peut-être aussi que dans cette conception par l'usage sur le médical, quand je dis ça a été un peu le parent pauvre, c'est de ne pas avoir pensé peut-être, en amont de ça. Mais quand on parle aussi de parcours, on parle aussi des professionnels. Si on parle d'un parcours de santé, mais on a aussi un troisième acteur dans la pièce. Il y a le logiciel, il y a la personne, il y a aussi le professionnel du soin. Il faut faire confiance à nos seniors, à nos professionnels qui sont très ouverts, à la technologie, très ouverts à l'innovation, mais qui ne demandent qu'une seule chose, c'est d'être intégrés très tôt en amont à la fois dans la finition ou dans la mise en forme de ces outils et qui souhaitent aussi parfois partir de ce que j'appelle l'approche bottom-up, partir des besoins réels de terrain pour aller vers les innovations. Oui, il y a effectivement un besoin réel et quand on voit que quand on part du terrain, on arrive à proposer des solutions qui sont vraiment adaptées. Et dans le cas des troubles neurocognitifs majeurs, aujourd'hui, c'est un vrai besoin, à la fois pour ceux qui rentrent au début dans la maladie et qui sont encore capables de faire pas mal de choses. Il faut qu'on ait des solutions adaptées aux différentes phases de la maladie. Effectivement, vous avez raison, c'est absolument pas l'âge le facteur discriminant. Le facteur discriminant, c'est le niveau socio-culturel et on peut faire, autrement dit, on peut faire un parallèle avec la prévention. On sait qu'en France, les grands programmes de prévention, généralement, ils touchent, moins de 35-40 de la population et pas la bonne. C'est le paradoxe de la prévention. C'est-à-dire, les gens qui adhèrent à la prévention, c'est les gens qui n'en ont pas besoin. Donc autrement dit, ça met en échec, hein, les grandes campagnes de prévention. Et pour le numérique en santé, pour moi, c'est un peu la même chose. Et d'ailleurs, l'étude de l'OCDE qui montre que moins d'un tiers de la population, quel que soit son âge, est en capacité d'utiliser ces outils numériques de santé, on retrouve un peu ce tiers. Mais c'est pas le bon tiers, en fait. Et j'insiste vraiment sur tout ce qui a été dit était vrai, hein, est vrai, hein, sur le travail sur l'ergonomie, sur le bottom-up, sur la participation. Mais en réalité, si on se met pas en position de dire, ben, finalement, les gens malades, donc c'est les mêmes que ceux qui vont être en difficulté avec le numérique en santé. Les gens malades, c'est les mêmes qui vont pas participer au programme de prévention. Donc finalement, si on veut que le digital en santé ne se contente pas d'augmenter le fossé d'accès aux soins, et c'est ce qui est en train de se passer, mais au contraire le réduise, c'est ce qu'on annonce qu'on va faire depuis un petit moment maintenant. Donc OK, je mets en place une application mobile, par exemple, de dépistage, comme pour ICOP. Mais il y a 15% des gens qui vont l'utiliser seuls. Donc qu'est-ce qu'on fait pour les 85% restants? Mais il faut qu'ils aient un aidant qui les aide, un professionnel de santé, un non-professionnel de santé. Et qu'est-ce qu'il fait pour ceux qui restent? Eh ben, on va les chercher et on va utiliser du papier s'il le faut, le téléphone, peu importe. Mais on peut pas se dire je déploie un outil digital et ça va marcher.
Oui, mais là, je pense qu'on touche à quand même plusieurs points clés pour moi. Le premier, c'est que technologie sans service ne vaut rien et qu'on a tendance pendant trop longtemps à parler de la technologie et pas du service qui est rendu, du fait du décalage. Le deuxième, c'est qu'on s'est enfermé dans une vision incapacitaire des seniors, alors pour certains acteurs, alors qu'on voit tous qu'il y a quand même un potentiel d'utilisation, mais que c'est juste comment on emmène à cet usage au lieu d'avoir une vision incapacitaire. Et enfin, c'est la notion d'aller vers sur les territoires. Parce que comme on l'a dit, voilà, aujourd'hui, l'électronisme, quand tu regardes vraiment les sources statistiques, c'est absolument pas l'âge, cette fracture numérique, c'est le territoire, le milieu social et on s'enferme, tu vois, encore la vision incapacitaire des seniors qui nous empêche de voir les vrais problèmes. Sylvain, toi, en tant qu'acteur, voilà, de l'innovation, voilà, tu vois, vous avez créé une entreprise qui marche bien, qui est basée sur les 3 niveaux de preuve. C'est quoi aujourd'hui pour toi les principaux pain points que tu peux avoir? Ou même peut-être, aujourd'hui, comment vous avez mis l'usage au cœur de tout le parcours de création du service? On peut peut-être conclure là-dessus? Alors oui, effectivement, on a mis l'usage au cœur de tout ce qu'on fait, aussi parce que nous venons du monde du jeu vidéo cérébral, parce que mon associé était le dirigeant et le fondateur de Peak, qui était une des applications leader mondiales dans le jeu cérébral. Parce qu'il y a Candy Crush, mais il y a aussi des jeux qui sont aussi addictifs, mais bien meilleurs pour le cerveau. Donc, le plus important, c'est ça, c'est de s'assurer que, dès le départ, on conçoit des jeux avec des personnes, une expérience, mais oui, je dis des jeux, mais c'est en fait une expérience avec des personnes qui vont l'utiliser, s'assurer que avec des tests, hein, avec toute forme de tests quantitatifs, qualitatifs et cetera. Par exemple, l'application Five Live Therapy, on l'a développée et affinée avec des patients qu'on a été recrutés en centre mémoire en Angleterre et en France, pour s'assurer qu'on était bien dedans. Mais ça va au-delà de tout ça. Ça va au-delà de tout ça, ça rejoint le concept de valeur médico-économique, dont on parlait tout à l'heure, qui a été, mentionné par Achille et par Antoine. C'est-à-dire que, Antoine a tout à fait raison. Le principal frein, c'est un frein, socio-économique, et que les personnes qui ont le plus besoin de prévention sont celles qui ont le moins accès naturellement aux outils numériques. Alors, tout le monde quasiment a un smartphone. Les usages sont très différents d'une personne à une autre, mais je reviens sur le fait que, beaucoup de nos seniors utilisent Candy Crush. En fait, ce aller vers, il est fondamental. Il passe par, l'accompagnement, par du personnel de santé, mais aussi par des associations. Par exemple, il y a des associations, qui aident les seniors, donc à la prise en main de l'outil numérique, et nous avons, dans le cadre d'une des études, qui est en cours, qui s'appelle SMILE, j'en ai parlé avec Achille, c'est une étude prévention dans laquelle donc c'est pour laquelle on recherche encore, la fin du financement. Cette étude, elle conçoit un volet usage qui est très important, en partenariat avec des associations qui, sur le terrain, vont nous aider à aller proposer le dispositif aux personnes qui naturellement, ne l'utiliseraient pas, et notamment sur la partie prise en main. La partie prise en main, elle est fondamentale. C'est-à-dire, je vais aider la personne à installer une application sur un téléphone, je vais aider la personne à faire la première expérience, simplement pour qu'elle puisse être guidée sur cette expérience-là, et une fois que la personne a pris, nous, on le constate, hein, on le constate tous les jours. Une fois que le senior a pris en main une application, après ça va tout seul. C'est cette c'est ce premier push, cette première petite aide initiale qui fait toute la différence, et qui est fondamentale si on veut faire un vrai travail d'inclusion sociale, pour que le numérique en santé ne soit pas seulement réservé aux 30-35 qui sont déjà en bonne santé, qui lisent les magazines, qui vont bien, qui font déjà tout ce qu'il faut faire. C'est aller chercher, les personnes qui en ont le plus besoin. Donc avec cette approche, d'accompagnement, à la prise en main, en plus du fait que les outils doivent être, développés avec des personnes à la fois, soignantes et des utilisateurs finaux. C'est intéressant ce que tu dis sur la courbe d'apprentissage des seniors. Il y avait quelques études, y compris sur des robots, où on voyait que les premiers apprentissages étaient plus compliqués, mais une fois que l'utilisation était rentrée, les courbes rejoignaient celles de populations plus jeunes. Et d'un coup, ces populations plus jeunes font aussi dire qu'on a des expériences aussi. Alors, j'appelle ça d'accompagnement intergénérationnel, même si j'aime pas trop ce terme-là parce que c'est un peu tarte à la crème, l'intergénération dans notre secteur. Mais on a vu sur certains dispositifs des seniors être aidés pour leurs premiers usages, justement, sur le début de cette courbe d'adaptation par des plus jeunes, alors qu'ils pouvaient être de leur famille ou des jeunes étudiantes, et ça marchait très, très bien, voilà, mais qui était encore une fois pas basé sur une utilisation technologique, mais plutôt sur comment on va pouvoir mobiliser un service, et d'un coup la notion qui apparaissait derrière, de toute façon, c'est plus la notion d'usage, c'est juste qu'il fallait que ce soit pratique. On parle de technologie, d'outils, digitaux. Ce qu'il faut quand même retenir,
c'est l'accompagnement humain. Et je pense que, là, c'est le point clé, qui permet à la fois d'aller vers les premiers usages, de créer de la confiance parce que c'est des outils qui peuvent être intrusifs, hein, on s'imagine pas, qui peuvent être intrusifs, il faut créer la confiance et dès que la confiance est créée, l'innovation va progresser toute seule, heu, avec finalement ce binôme, usager et accompagnant, au moins pour le début. En tout cas, je trouve que ce type de communication, de vulgarisation au grand public, à la fois pour les usagers, que ce soit les seniors ou les professionnels ou aussi les établissements, est plutôt un outil qui va aussi dans le sens de ce que nous voulons porter, notamment accélérer la littératie prévention, c'est-à-dire, la compréhension et l'adhésion à tout ce qui est prévention, la littératie numérique d'innovation pour lever tous les freins et les barrières, qui aujourd'hui, comme l'a dit Antoine, font qu'on est un peu en échec avec un taux de pénétration dans la population qui est assez faible et donc, moi je voulais vous remercier pour, ce moment de partage et de regard croisés. Tu me fais penser que j'ai oublié d'aborder un sujet, mais qui est important. C'est aussi qu'il faut aussi un peu porter notre regard en dehors de notre champ d'activité. Moi, je regarde ce que font les acteurs de la tech, quoi. Que l'utilisation d'outils généralistes de la tech par des seniors. Et n'oublions quand même pas de dire une petite chose. L'outil le plus utilisé aujourd'hui pour du transfert d'informations dans les familles, mais aussi alors par les auxiliaires de vie, d'ailleurs c'est interdit, c'est comme WhatsApp. Mais aujourd'hui, ça pose quand même des questions. Des outils qui sont 100% centrés usage, aujourd'hui, sont majoritairement utilisés. Le réseau social le plus utilisé par les seniors, c'est Facebook aujourd'hui. Et majoritairement, les utilisateurs de Facebook sont des seniors. Et on voit que sur un usage qui est assez basique et que l'usage du partage d'informations, quand la technologie a été pensée 100% usage et pas secteur médico-social ou autre, les seniors s'en sont emparés massivement et on a même vu après des réseaux sociaux, par exemple Gazette intergénérationnelle type familiaux, se développer sur les usages de transfert d'informations intergénérationnelles. Moi aujourd'hui, je suis pas inquiet sur l'adoption de la technologie par des seniors. Je suis plutôt in je vois plutôt qu'il faut mettre l'accent sur, heu, comment réussir l'embarquement, comment réussir l'onboarding et comment après gamifier les choses pour qu'ils y retournent dans leur écosystème. Mais de toute façon, je pense qu'on est quand même tous convaincus autour de la table que transition démographique plus l'impact que ça va avoir sur le système du soin font qu'on ne va pas pouvoir se passer des usages du numérique en santé. L'exemple de Singapour est super intéressant. Singapour, ont lancé, des dispositifs, notamment une application pour, que toute la population fasse plus d'exercice physique et ils ont mis en place un système gamifié où tu peux à la fois compter tes pas, et remplir tes objectifs de pas quotidiens, mais tu peux aussi participer à des ateliers, sportifs, individuels ou collectifs, organisés avec des vrais coachs dans Singapour et ils ont complété le dispositif par un système de cagnotte. C'est-à-dire que si tu fais tes objectifs d'activité physique, hebdomadaire, mensuelle, tu peux alimenter une petite cagnotte qui va te donner, le droit à accéder à des choses, par exemple, l'achat, de produits alimentaires bio, par exemple, l'achat de matériel sportif et cetera et cetera et ben, ça fonctionne extrêmement bien. Alors Singapour n'est pas la France, hein, c'est pas ce que je veux dire, mais ils ont des données d'usage qui sont exceptionnelles et des données épidémiologiques qui sont très intéressantes sur l'amélioration de la santé de la population. Donc il y a vraiment beaucoup de et oui, dernier point, ça marche aussi avec les seniors. Donc c'est un point, je pense, qui peut nous ouvrir des axes de réflexion. En plus de tout ce qu'on a dit jusqu'à présent, il y a vraiment la possibilité avec le numérique de mettre en place ce qu'on appelle les systèmes win-win-win, c'est-à-dire que tout le monde va y trouver son compte, à la fois le participant, les intervenants qui développent ces outils, mais surtout le personnel soignant, parce que c'est eux qu'il faut protéger aussi avant tout dans le contexte qu'on connaît aujourd'hui. Face à Face Santé, le podcast de la santé en mouvement.